Bien, voici la dernière vidéo que je vous propose pour le retour sur le TD d'analyse numérique qui porte sur les équations différentielles. Donc, la première vidéo portait sur les équations du premier ordre. La deuxième aussi, mais donc la deuxième portait sur les systèmes de plusieurs équations du premier ordre. Et la question qui vous était posée dans le TD, dans la deuxième moitié du TD, c'était le second ordre. Alors je ne prends pas exactement le TD tel quel, hein, mais là, normalement, je vous donne toutes les clés pour vraiment le faire bien à propos de l'équation, à partir de l'équation du pendule, hein, que vous avez sous les yeux et que vous connaissez. Donc, je rappelle que donc, le schéma de l'air consiste à chaque point de la solution numérique approchée que l'on a trouvé, de calculer un point suivant de manière itérative, simplement avec la formule du taux d'accroissement. Mais donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a du second ordre? Alors, l'idée ici, c'est quelque chose donc, qu'il faut vraiment connaître parce que c'est important, même si on utilise après d'autres méthodes que la méthode de l'air, puisque j'avais fait allusion à ça à la fin de la vidéo précédente, c'est toujours comme ça que vous devrez faire. Hein. On va devoir mettre en forme, c'est toujours une question, c'est le seul problème en fait, on va devoir mettre en forme notre équation d'une manière standardisée qui pourra ensuite être directement utilisée avec des bibliothèques de résolution toutes faites. Hein. Donc, j'ai laissé entendre qu'il y avait des bibliothèques extrêmement sophistiquées et surtout extrêmement rapides pour résoudre les équations différentielles. Et donc toutes vont supposer à chaque fois la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, on leur passe deux arguments. Le premier argument, c'est une fonction. Donc là, je reviens vraiment au cours d'avant, parce que j'avais fait un petit peu différemment juste le cours précédent. Donc là, je fais vraiment allusion au premier cours. Je me raccroche vraiment à nouveau au TD. Vous devez à chaque fois être capable de mettre en forme votre équation différentielle sous la forme d'une fonction, f. Qu'est-ce qu'elle va faire ici? On va le voir. Et bon, d'indication temporelle. Hein, donc, soit vous donnez des bornes, a, b, et puis un petit pas, h, soit vous donnez d'emblée un vecteur, t, qui contient tous vos indices temporels. Donc je crois que dans les bibliothèques principales, c'est souvent la deuxième méthode qui est choisie. Dans le cas de la résolution d'une équation simple du premier ordre, tout ce que vous avez à faire, c'est fournir une fonction, c'est toujours la même chose, une fonction de deux variables. Hein. Donc la première, c'est en fait tout simplement votre ODE. Hein. Donc en fait, vous allez noter ça y de t, et voilà. Hein. Donc vous devez ensuite passer donc la fonction f à votre méthode de résolution numérique, quelle qu'elle soit. Hein. Mais donc, elle s'attendra à ce que le premier argument, ce soit y de t. Et donc, elle va s'en servir pour calculer la dérivée. Là, je suis sur du premier ordre, donc on va se servir de y de t et de t pour calculer la dérivée. Alors, qu'est-ce que doit retourner cette fonction? Elle va retourner ici y' de t. Hein. Donc ça, c'est pour le premier ordre. Après, donc vous, en général, ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est appeler une fonction qui s'appellera ODE, bon, souvent ODEInt par exemple, et vous devez lui passer la fonction f, et puis votre vecteur temporel. Après, en fait, il y a un très très grand nombre après de paramètres optionnels que vous pouvez ajouter si vous avez des besoins particuliers. Bon, on va, en fait, il se trouve que si les choses sont bien faites, on va pouvoir rigoureusement garder ça, y compris pour le deuxième ordre. C'est-à-dire qu'en fait, la seule chose sur laquelle on va jouer, c'est sur f, et on va devoir construire une fonction f, qui en fait va décrire notre système, d'une manière telle qu'on puisse, malgré tout, travailler sur des ordres plus élevés. Arbitraires, hein, ça va être second ordre, troisième, quatrième, peu importe. Hein, là, le processus va être absolument général, au prix d'une couche d'abstraction supplémentaire qu'on va mettre à jour ici. Mais à ce moment-là, vous aurez une méthode absolument générale pour résoudre toute ODE d'ordre n. Donc d'ordre 1, c'est quand vous êtes capable de mettre la dérivée à gauche et que la dérivée est égale à une fonction de tout le reste, mais tout le reste, c'est pas grand-chose, tout le reste, c'est juste donc la fonction principale et le temps. L'ordre 2, c'est quand vous pouvez mettre la dérivée seconde à gauche et l'exprimer comme une fonction de la dérivée et de la fonction principale, et puis du temps. L'ordre 3, c'est si vous êtes capable de mettre la dérivée troisième à gauche et l'exprimer comme une fonction
Ah, bah, c'est pareil, donc de y, de y', de y seconde et de t si besoin est. Je rappelle que t très souvent n'est pas utilisé. Et ça va être le cas pour le pendule. Donc, comment arriver à cette généralité? Alors, faites attention, tout va être là. Eh bien, en fait, quand vous êtes dans du premier ordre, vous voyez que votre fonction travaille sur un scalaire. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, je vais mettre ici, vraiment donc en bleu, hein, j'encadre ce truc. Y de t est un scalaire. Ce sera par exemple une position. Hein. Y de t va décrire une position. À ce moment-là, y' sera une vitesse, par exemple. Et donc, une position, c'est un scalaire. Hein, donc, ça peut être soit une distance, soit un angle. Mais c'est un scalaire. Et votre fonction retourne un scalaire aussi, hein, que j'encadre également en bleu. C'est-à-dire, en fait, une dérivée. Donc, on l'a dit, une vitesse, par exemple. L'astuce, pour généraliser, c'est de travailler sur des fonctions qui, désormais, vont prendre en premier argument non plus des scalaires, mais des vecteurs de taille qui dépendra en fait de l'ordre de votre système. C'est quoi ces vecteurs? En fait, on va essayer de faire tenir ensemble tout simplement tout ce qu'on a dans notre DE. Alors, je rappelle encore une fois que si vous avez une équation d'ordre, une ODE d'ordre 3, par exemple, ça veut juste dire ceci. Ça veut dire que vous pouvez écrire Y3, hein, est égal à f de quoi? De y de t, virgule y prime de t, virgule y seconde de t. Vous pouvez ajouter le temps ici. Donc en fait, nous allons travailler sur ce vecteur-là que je vais encadrer en vert. Donc là, nous avons un vecteur. Ordre 3, j'ai 3 composantes dans ce vecteur. En fait, j'ai toutes les valeurs qui m'intéressent, sauf une. Et la dernière qui m'intéresse, elle est où? Elle est là, hein, bien sûr. Mais c'était déjà le cas ici. Regardez, ici, ordre 1, j'ai besoin, dans le fond, on a dit d'un scalaire. D'accord, d'un scalaire, mais en fait, rien ne vous empêche de considérer que ce scalaire va être l'unique valeur d'un vecteur donc, qui comporte une valeur. Et donc l'ordre 1, vous allez calculer la valeur qui vous manque, c'est-à-dire ici la dérivée, hein, si je reviens tout en haut, vous allez calculer la dérivée à partir d'un vecteur qui contient ici des positions, y. L'ordre 2, je l'ai sauté ici, je suis passé directement à l'ordre 3, mais l'ordre 2, ça va être quoi? Ça va être que vous allez calculer la valeur qui vous manque, qui va être donc la dérivée seconde, en fonction d'un vecteur qui comporte deux autres valeurs, donc la position et la vitesse. Du même coup, nous allons donc travailler sur un vecteur que je vais écrire comme ceci. Hein, donc je vais le mettre verticalement. Donc, nous avons y de t, y' de t. Restons sur du second ordre en fait. Hein, on va tout de suite rester proche du pendule. Donc, voilà, un beau vecteur qui va contenir deux valeurs. Y de t, y' de t. Et bon, vous allez me dire, moi, ce que je veux calculer avec ça, bon, ça je le pourrai parce que l'ODE va me permettre de le calculer, c'est la troisième valeur qui est y seconde de t. Alors maintenant, dans un souci de généralisation totale, ce que nous allons imaginer, c'est une fonction f qui va associer à ce vecteur un vecteur dérivé. Donc en fait, on va appliquer f à un vecteur de deux éléments et ça va nous retourner un vecteur de deux éléments. Ce sera le vecteur dérivé que vous pouvez noter soit donc comme ceci, donc vous reprenez la même chose et vous mettez prime, soit vous écrivez, et donc c'est ça qui va être vraiment important, on va dériver en fait de manière scalaire, hein, donc élément par élément. Donc en fait ça va nous donner y' de t, y seconde de t. Votre fonction f doit associer à un vecteur de n éléments un autre vecteur de n éléments. Et on les trouve où ces n éléments? En fait, c'est simple parce qu'on se contente de les recopier pour tous, sauf un. Donc en fait, cet élément, on le trouve où? Cet élément, on le recopie, il était là. Hein, donc en fait, là, il n'y a rien à faire, on recopie. La seule chose nouvelle qu'on doit faire, c'est calculer ça. Ça, c'est nouveau, mais en même temps, l'ODE va nous permettre de le calculer.
Après, c'est généralisable. C'est-à-dire que si vous êtes sur un système sur une fonction, sur une équation différentielle d'ordre 3, vous allez travailler sur des vecteurs de 3 éléments, mais en fait, donc, vous allez recopier les deux premiers. Hein. On attendra à droite que vous retourniez un vecteur de 3 éléments. Bah, ça peut vous sembler un petit peu stupide, mais le premier et le deuxième élément, ce seront juste le deuxième et le troisième. Hein, vous décalez, ce sera le deuxième et le troisième élément de gauche. Si vous êtes sur une équation d'ordre 4, bah, voilà, vous devez retourner 4 éléments, mais les 3 premiers, ce sera les 3 derniers en fait. Hein, ce sera les 3 derniers donc du vecteur que vous passez en argument. Et donc en fait, le seul scalaire nouveau sera le dernier élément de ce vecteur qui sera celui que vous allez calculer grâce à l'ODE. Nous y arrivons maintenant ici. Bon, donc en fait, l'équation du pendule, on n'a qu'à commencer par elle finalement. On va l'écrire tout de suite. Si vous avez tout suivi, je dois définir une fonction. C'était déjà le cas pour le premier ordre. Hein. Mais sauf que dans le premier ordre, en général, on peut le faire avec une fonction lambda parce que ça prend une seule ligne. Là, on va le faire avec une fonction sur plusieurs lignes. Je vais l'appeler pendule, hein, sans grande originalité. Et je rappelle qu'elle prend 2 arguments obligatoirement. Le premier, c'est un vecteur. Bon, on peut l'appeler V si vous voulez. Le deuxième, c'est l'instant, c'est le temps. Hein. Donc à l'instant t, je mets une minuscule, c'est à l'instant t. Vecteur, position, angle. Donc c'est un vecteur qui comporte 2 éléments. Pardon, position, vitesse. À l'instant t, quelle est la position et la vitesse? J'ai besoin de ça. Et je retournerai donc un vecteur, vitesse, accélération. Donc ce sera le vecteur dérivé. Bon, ce que je propose ici, c'est en première ligne de, peut-être pour que ce soit plus clair pour vous, de extraire les 2 composantes du vecteur. Donc on peut vraiment appeler ça position, vitesse. Donc position, virgule vitesse, est égal à V. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait ici? Je n'ai rien fait d'autre que juste, pour que ce soit plus clair pour tout le monde, j'ai fait, en Python ça s'appelle dépacter, hein, j'ai dépacté le vecteur V, enfin je ne sais pas comment ça se dit en français, hein, en anglais c'est unpacking, donc je ne sais pas comment dire, hein, j'ai ouvert, quoi, j'ai déroulé le vecteur V, et donc j'ai récupéré les deux éléments qu'il contient, hein, donc position, virgule vitesse. Moi je dois retourner vitesse, virgule accélération. Mais la vitesse, j'ai même pas besoin de la calculer. Hein. J'ai dit on recopie. Bon, il faut quand même que je calcule donc la dérivée seconde. Alors, j'ai la formule sous les yeux. Elle est ici, mais vous la connaissez absolument par cœur. Bon, j'ai besoin d'une constante. Alors, ne me dites pas de l'ajouter comme argument ici. Votre fonction est absolument normalisée. Elle ne doit comporter que 2 arguments. Donc, bon, là, il n'y a pas tellement... Enfin, si, il y a plusieurs solutions. Mais bon, la plus simple ici pour nous, ce sera une variable globale. Donc, nous allons prendre oméga 0 est égal... Alors, on s'en fiche. Là, je vais juste mettre 1. Ça n'a pas d'importance. Bon, comme j'ai besoin aussi du sinus, je vais aussi l'importer tout de suite. From math import sin. Après, tout ça est aberrant. Hein. On ne va jamais faire de l'analyse numérique avec les fonctions du module math. Vous devez vous arranger pour essayer de faire quelque chose un petit peu plus optimisé avec NumPy à première vue. Mais bon, ici, on fait les choses de manière vraiment scolaire. Donc, ayant oméga 0, ayant la position et la vitesse, et ayant la fonction sinus, je peux calculer, d'ailleurs, je n'ai même pas besoin de la vitesse, en fait, vous avez l'équation sous les yeux, hein, elle ne dépend pas de la vitesse. Je peux calculer l'accélération. Donc, accel est égal à quoi? Alors, ici, vous n'avez pas une vraie ODE, parce que normalement, il faut impérativement que vous ayez juste la dérivée d'ordre n à gauche et tout le reste à droite, mais bon, là, quand même, je crois quand même que c'est pas trop compliqué de faire passer tout le reste à droite. Donc, je n'oublie pas le signe moins au passage. Moins oméga 0 au carré fois sinus de... hors position, j'aurais pu mettre angle plutôt. Hein, on n'a qu'à mettre angle ici. Donc, voilà, sinus de l'angle. Et ici, on va passer un vecteur de 2 éléments... bon, comment je le sais? C'est le problème du pendule. Hein. Je retourne un vecteur de 2 éléments. Donc en fait, ça va être quoi? Ça va être vitesse, virgule, accel. Voilà, votre ODE, c'est ça. Bon, franchement, ça n'est rien d'autre que ce que vous avez fait pour la première partie du TD, où c'était de l'ordre 1. Mais bon, sauf que comme c'était d'ordre 1, on pouvait se permettre de travailler sur des scalaires. Là, on est passé donc au vecteur. Alors après, nous allons écrire une fonction Euler
qui est générique. C'est-à-dire qu'en fait, je ne vais pas partir du principe qu'elle s'applique à l'ordre 2. À partir de maintenant, elle s'appliquera à n'importe quel ordre. Donc, ELR, je ne sais pas comment vous demandez de l'appeler avant le TD, je ne l'ai pas sous les yeux. Je ne vais pas l'appeler ELR2, sinon vous allez croire que c'est juste pour de l'ordre 2. Je vais l'appeler ELR. Bon, on s'en fiche, je l'appelle ELR tout court. Simplement, ce que je rappelle qu'elle prend comme premier argument toujours une fonction, laquelle, ici ce sera celle qu'on vient de définir. Bon, après, c'est quand même plus propre quand on prend un vecteur temporel, mais je crois que dans le TD, on vous demandait plutôt de prendre un intervalle, donc on n'a qu'à faire comme ceci, si vous voulez. Donc on va partir de l'instant T et aller jusqu'à l'instant B, hein, donc on travaille sur l'intervalle A, B, avec un pas de H. Encore une fois, par la suite, lorsque vous aurez l'habitude d'utiliser des bibliothèques toutes faites, je pense qu'en fait vous écrirez juste f,t, parce que en fait, vous aurez à passer comme argument un vecteur temporel qui est par exemple créé avec NumPy avec la fonction linspace, hein, qu'on avait vu en cours, np.linspace. C'est exactement ça qu'on vous demandera d'utiliser pour ensuite pouvoir résoudre des équations différentielles. Alors, après, qu'est-ce que je dois faire? Ma solution. Alors, ma solution, je peux l'appeler x, grand X. Il me manque les conditions initiales. Hein, j'avais oublié les conditions initiales, donc je les ajoute par exemple à droite. Donc, j'appelle ça x0. Donc, en fait, x0, ce sera quoi? Désormais, ce n'est plus un scalaire, c'est un vecteur. Et vous allez donc, attention, hein, là il y a juste une petite couche d'abstraction supplémentaire, c'est à mon avis le seul intérêt de la vidéo aujourd'hui. Vous comprenez bien que désormais ma solution, ce ne sera pas une liste de valeurs, ce sera une liste de vecteurs. Donc en l'occurrence pour le pendule, ce sera une liste de vecteurs comportant deux éléments, angle, vitesse à chaque fois. Hein. Donc en fait, quand je vais initialiser ma liste X, qui est ma liste de solutions, je dois lui mettre je vais mettre comme premier élément les conditions initiales, mais les conditions initiales, désormais, c'est un vecteur. Donc, je vais recopier x0, bon, c'est déjà ce que j'avais fait les fois précédentes, sauf qu'encore une fois, hein, désormais, x0, c'est un vecteur, angle, vitesse. Après, il n'y a rien de plus, hein, après, c'est exactement comme ce qu'on a déjà fait. Vous allez voir, c'est ça qui est intéressant, c'est que au prix d'une légère couche d'abstraction supplémentaire, on retombe exactement sur le cas précédent. Donc, je démarre à l'instant A, je fais un while t inférieur à B. Alors par contre, oui, là, ça va quand même être un tout petit peu... voilà, comme on travaille sur un vecteur, on va juste faire les choses de manière un petit peu plus minutieuse. Je vous propose d'arrêter de travailler sur x crochet moins 1, parce que là, sinon, on ne va pas s'en sortir. On va ici prendre la peine d'appeler, mettons, xt. X à l'instant t, c'est quoi? C'est x crochet moins 1. Donc je l'écris comme ça une fois pour toutes, et après on se souviendra que xt, c'est le vecteur d'ordre ce que vous voulez. Hein. Là, ce sera 2 aujourd'hui, mais ça pourrait être ce que vous voulez à l'instant t. Après, après là, c'est ça qui est très très joli. Mon vecteur dérivé, je vais l'appeler dx. Là, pour le coup, la seule chose que j'ai à écrire, c'est ça. Grand F de xt, virgule t. Voilà. Là, c'est tout. Hein. C'est vraiment ça qui est joli ici. On doit s'arranger pour donc être capable de ramener tout problème à cette syntaxe-là. Et puis, on va faire quand même, avant de passer au happen, on va quand même faire une ligne supplémentaire pour bien décomposer. La position à l'instant t plus 1, donc moi je vais l'appeler xn, par exemple, un x nouveau si vous voulez. Alors, x nouveau, c'est quoi? Alors, vous vous souvenez donc que nous manipulons, nous avons ici deux vecteurs l'un au-dessus de l'autre. Hein. xt, ce sont les conditions à l'instant t, dx, c'est le vecteur dérivé. Donc, moi je vais construire ici un troisième vecteur donc, qui comporte le même nombre d'éléments. Ce sont les positions, ce sont les valeurs à l'instant t plus 1. Donc, je vous propose de le définir ici en compréhension. N'oubliez pas que rien n'indique qu'il y a forcément deux valeurs. Hein, je vous ai dit, je vous veux une solution absolument générale qui puisse fonctionner quel que soit l'ordre du système. Donc, comment écrire ça proprement? On peut dire ceci, regardez. Je vais calculer la nouvelle vitesse, je vais calculer le nouvel angle, la nouvelle vitesse, nouveau tout ce que vous avez à calculer. Donc,
on peut dire ceci. Pour l'élément d'indice i, donc l'élément d'indice 0 c'est l'angle, l'élément d'indice 1 c'est la vitesse, et ainsi de suite. Donc à tout élément d'indice i, j'ajoute quoi? J'ajoute h, vous savez bien, c'est donc la formule du taux d'accroissement, fois la dérivée, mais la dérivée de quoi? La dérivée de cet élément-là. Et c'est ça qui est très joli, c'est que votre fonction f est une fonction qui doit justement faire parfaitement coïncider. Je remets le dessin si vous voulez au tableau. Vous voyez que donc moi, je dispose ça, mon vecteur xt c'est ça, y, y'. dx c'est quoi? dx c'est ça, y', y seconde. Vous voyez donc en fait que pour calculer la nouvelle position, c'est quoi? C'est la position ancienne plus h fois la dérivée que je viens de calculer. La nouvelle vitesse, c'est quoi? C'est l'ancienne vitesse plus h fois la dérivée seconde qui est là. Enfin, je faisais des gestes avec la main, mais vous ne pouvez pas la voir. Mais bon, voilà, j'agite la souris ici. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, on a une correspondance terme à terme des éléments. Pour calculer, je vais le faire en verre. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre de joli? On va prendre du verre amande. Pour calculer ça, je prends juste l'élément qui est en face, c'est tout. Donc, c'est la somme des deux, la somme coefficientée par h. Pour calculer ça, pour calculer la nouvelle vitesse, je fais la somme de ces deux trucs, somme de ça, l'élément de gauche plus h fois l'élément de droite. Donc, je reviens au code. Pour calculer l'élément d'indice i, le nouvel élément d'indice i, je prends l'ancien élément d'indice i et j'ajoute h fois la dérivée donc de l'élément d'indice i, c'est-à-dire en fait dx crochet i. Voilà, c'est ça le seul point délicat de cette vidéo. Donc tout est, c'est vraiment la ligne, vous prenez les lignes 18 à 20 que vous avez sous les yeux, c'est ça le très gros morceau, il n'y a rien de compliqué, mais je passe du temps vraiment pour être sûr que tout le monde comprend bien. Après, je peux faire deux choses, c'est le append, bien sûr, donc x.append xn, j'ai calculé ma nouvelle solution, et puis évidemment aussi le temps, parce que si vous ne changez pas le temps, ça va vous faire une boucle infinie, donc t plus égale h. Et je fais return, x. Peut-être que dans l'énoncé du TD, on vous demandait de retourner aussi le temps. Bon, ici, je ne l'ai pas fait, c'est pas très important. Et tout est là normalement, donc on va tester. Alors, on va calculer sol pour solution. Sol est égal à Euler de quoi? Donc, mon système, c'est pas un système, mon équation différentielle ici, c'est l'équation du pendule. Donc, je mets pendule. Je mets le temps, donc on n'a qu'à prendre 20 secondes, donc entre l'instant 0 et 20 secondes. On n'a qu'à travailler à quoi? Attendez, donc ici, ça va faire, on n'a qu'à prendre 0 fois 0, 25, je pense que c'est bien. Et puis, il vous faut les conditions initiales. Donc là, n'oubliez pas, les conditions initiales doivent être un vecteur de deux éléments, donc position, vitesse. Donc, je vous propose de partir d'un pendule à l'arrêt, donc la vitesse sera 0, mais légèrement surélevée. Donc, pi sur 4, par exemple, donc 0,785, ça fait pi sur 4, donc ça vous fait un angle qui sera à peu près celui-ci. Enfin, vous visualisez ça mieux que je ne peux vous le montrer ici avec mes mains. Une vitesse nulle, donc c'est un joli cas pour démarrer. Et après, j'ai tout fait, donc je vais les tracer, mais le problème c'est que n'oubliez pas que la solution, c'est quoi? C'est une liste de vecteurs de deux éléments, c'est une liste de couple, angle et vitesse. Donc là, je vous propose de décomposer ça. On n'a qu'à mettre sol 1. Donc, on va récupérer ici tous les angles. Donc, bon, vous pouvez le faire en compréhension. Les angles, c'est le premier élément de chaque couple. Donc, vous écrivez E crochet 0 for E in sol. Ça vous donne tous les angles. Sol 2, c'est le deuxième élément de chaque couple. Donc, ce sont les vitesses. Voilà, c'est pareil. Et là, je peux tracer. Bon, j'ai pas récupéré le temps ici, je vous l'ai dit, j'ai oublié de le mettre tout à l'heure. Donc,
On va tracer sans faire vraiment trop attention aux abscisses, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc je mets juste ici sol 1. Hein. Si je passe un seul argument à plot, ça me trace les valeurs de plot, mais par contre, bon, les abscisses sont arbitraires, hein, donc on s'en fiche. Je peux les mettre, bon, ce sont les vitesses, on va mettre une couleur pour repérer, donc non, ce sont les angles, pardon. On va mettre ça en noir par exemple, hein, donc black, alors color égale black. Par-dessus, on va mettre les vitesses, vous connaissez normalement, vous avez vu en physique, donc vous connaissez la tête que ça doit avoir. On n'a qu'à mettre ça. Qu'est-ce qui pourrait faire joli pour une vitesse? On n'a qu'à mettre turquoise, tiens, turquoise. Voilà, et je trace. On va exécuter ça maintenant. Alors, attendez, il y a une petite erreur. Qu'est-ce que j'ai oublié? C'est la ligne 25. Qu'est-ce que j'ai oublié? Attendez, quel est le message d'erreur? Name E is not defined. Ah, attendez, donc ligne 20 en fait. Ligne 20. Ben oui, je suis désolé. En plus, c'est la ligne la plus importante. C'est vraiment celle-là qu'il faut suivre et je ne l'avais pas fini. Donc voilà, je reprends. Je calcule le nouveau vecteur à la ligne 20. Désolé. Qu'est-ce que c'est? Bon, c'est l'ancienne valeur E crochet I. Mais non, c'est pas. Pourquoi j'avais mis E? Donc c'est l'ancienne valeur, c'est xt. Donc la valeur d'indice I dans le vecteur xt à l'instant donné. Plus, voilà, et j'avais oublié, à la fin c'était vraiment n'importe quoi, hein. Vous faites attention donc à ce que je mets ici pour corriger. For I in range len de xt par exemple. Donc voilà, donc je repasse un petit moment juste pour expliquer. Len de xt c'est la longueur de mon vecteur, donc pour une équation d'ordre 2 ce sera 2. Donc voilà, range de 2. Donc pour tout i, hein, si vous voulez, pour tout i, selon l'ordre du... On pourrait même le calculer au-dessus. Tiens, on va le faire là, ce sera plus joli. Je vais, avant la boucle, je vais écrire n égale len de x0. Hein, et donc n est l'ordre du système. Je peux même mettre un commentaire. Hein, donc n est ici l'ordre... je n'arrête pas de dire système, ça n'est pas un système. Hein, n est ici l'ordre de l'ODE. Donc ici, voilà. C'est plus joli comme ceci. Donc pour i, hein, non, pour toutes les valeurs de i, donc selon l'ordre du système, la valeur d'indice i, voilà, c'est mieux dit comme ceci, la valeur d'indice i, c'est la valeur ancienne, c'est la valeur à l'instant t, plus h fois la dérivée de la valeur d'indice i. Voilà, là ça devrait être bon, et j'exécute. Voilà, donc là, vous connaissez bien ce résultat. En noir, l'angle. Donc ça démarre, vous voyez, j'avais écarté légèrement le pendule à la verticale. Hein, donc on avait pris pi sur 2. La vitesse était nulle. Et le pendule donc est lâché. Tout de suite, l'angle décroît, bien sûr. Hein, comme la vitesse est nulle, l'angle décroît. Et bon, bien sûr, la vitesse est décalée. Hein, les deux sinusoïdes sont décalés, comme vous avez l'habitude de le voir en physique. Si vous êtes très attentif, vous devez voir sur le schéma un tout petit problème. Alors, vous connaissez bien ce graphique normalement, mais enfin, si vous regardez très bien, si vous avez des bons yeux, enfin même sans avoir des très très bons yeux, vous remarquez quand même que l'amplitude croît de manière significative, puisque vous voyez qu'ici, hein, je suis quand même vraiment, hein, pour moi sur mon écran, ça me fait 1,5 cm hein, du haut du graphique, tandis que là, vous voyez que je touche quasiment le cadre. Donc, il y a clairement un problème. Bon, mais ça, je l'ai dit à la fin de la vidéo précédente. La meilleure manière de se rendre compte de ce problème, c'est de tracer le portrait de phase. Donc, je vais tracer la vitesse en fonction de l'angle. Donc, j'écris ça, plot sol 1, sol 2. C'est vraiment important, hein, je me répète parce que je l'ai déjà dit la dernière fois, mais c'est quelque chose à connaître par cœur. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un dessin un graphique qu'il faut vraiment avoir vu et qu'il faut avoir parfaitement en tête. Donc vous, je ne sais pas trop ce que ça avait donné quand vous aviez travaillé avec M. Guillou sur le pendule. Je suppose que vous aviez un graphique qui était plus élégant. Mais là, vous retrouvez le phénomène qu'on a vu. Donc j'ai parlé de phénomène, vous voyez que l'amplitude s'accroît.
Donc ça se voit ici par le fait que vous voyez qu'en fait, au lieu d'avoir une courbe fermée, nous avons une sorte de spirale qui... donc je l'ai déjà dit, l'algorithme d'Euclide qui est toujours l'algorithme de l'air, pardon, l'algorithme de l'air qui est toujours celui que nous utilisons ici, diverge. Il n'est pas stable. Hein, il n'est pas stable dans le temps et donc très souvent il diverge. Bon, on a déjà dit qu'on pouvait essayer de compenser partiellement cela en prenant un pas plus petit. Donc je vais essayer. Le résultat avait été assez rapide, donc j'espère que ça ne sera pas trop long si je prends quelque chose de significativement plus petit. J'ai divisé le pas par 5. Ouais, c'est assez rapide. Vous voyez qu'on a réussi ici à atténuer le phénomène de divergence, mais quand même, il reste vraiment très très visible, même ici. Hein, même si la spirale est devenue très très étroite, on voit quand même que progressivement, la solution s'éloigne. Donc je l'ai déjà dit, je suis désolé de me répéter, mais voilà, hein, quand on résout numériquement un système de ce genre par la méthode de l'air, il est extrêmement difficile d'éviter ce phénomène de divergence. Hein, donc je l'ai dit à la fin de la vidéo précédente, c'est l'algorithme au programme et c'est un algorithme extrêmement scolaire. Il est canonique de ce point de vue-là, mais en même temps, il n'est pas très bon. Et donc, en fait, on vous demande de le connaître par cœur, mais personne ne l'utilise dans la pratique. Par contre, voilà, le jour du concours, c'est très très artificiel, hein, en fait, les sujets de concours, puisqu'en fait, on vous proposera un problème vraiment compliqué où vous aurez à gérer une centrale nucléaire ou un Boeing qui atterrit, mais on vous fera croire que c'est avec cet algorithme-là que tout se joue. Heureusement que non, hein, sinon la centrale aurait explosé depuis bien longtemps et l'avion se serait écrasé, mais voilà, hein, on fera semblant, c'est la règle du jeu, comme si on pouvait vraiment résoudre ce problème avec un algorithme finalement assez mauvais. D'ailleurs, je vous rassure, hein, on sait résoudre les équations, mais en fait, c'est pas ça qu'on utilise. Voilà, donc en tout cas, ce que je pouvais vous dire pour le problème du pendule si on l'aborde avec la méthode de l'air. Je vous remercie. Et bon, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je ne dis pas que j'ai répondu exactement aux questions du TD parce que je ne l'avais pas sous les yeux, mais normalement, là, vous pouvez tout reprendre et adapter hein, les fonctions, même si elles n'étaient pas demandées exactement pareil. Tout peut être adapté directement à partir de ce que je vous ai proposé aujourd'hui. Je vous remercie.